possible. Quatrième Degelkolb. Attention Philippe, le parapet. On n'a jamais vu ça, un maillot jaune à pied. Et boum, la gicle était là, on l'attendait. C'est 100 fois, c'est 1000 fois, c'est 11 millions de fois mérité. 5, 10, 15 mètres. Ton bon open, ton bon is wereldkampioen. Phil, qu'est-ce que tu nous fais là? Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Passe-moi le bike, votre podcast 100% vélo, avec moi autour de la table pour chafioter pendant une heure. 3 personnes qui n'y connaissent pas grand-chose en vélo, mais qui vont quand même se faire un plaisir de vous donner leur analyse. Salut Théo. Salut l'équipe. Salut Émile. Hello Simon. Et on termine avec Max. Salut tout le monde. Bon messieurs, pas de sommaire, je vous propose de rentrer directement dans le vif du sujet. Cette flèche Brabançonne, qu'est-ce qu'on en a pensé autour de la table, Max ? Alors c'est vrai que on a été déçus que Pidcock finalement n'y participe pas. On n'avait déjà pas de base un plateau très relevé. Et on a eu une belle surprise avec un vainqueur que personne n'attendait. Alors la personne de Anders Foldager, le jeune Danois. C'était quand même une course assez plaisante à regarder, indécise jusqu'au bout. Bah ouais, je suis d'accord. Et surtout ce final où on a l'impression de citer 10 noms qu'on pense passer la ligne en premier, et en fait non, c'est le tout dernier qui sort de la mêlée, Foldager, un nom surprenant. Et voilà, ça reste une course assez étonnante. Non, c'est pas ça le mot que indécise. Exactement, c'est une course très indécise parce que le parcours est très bien dessiné et donc c'est ouvert à énormément de profils et je trouve ça quand même très agréable, peu importe que ce soit Remco Evenepoel ou Foldager, c'est une belle course. Ouais, c'est vraiment un beau parcours. Allez, à chaque fois qu'il passe sur la Moskestraat, on sait que ça fait la différence. On en voit, et en plus, on le sait à chaque fois, et les commentateurs le disaient aussi. Il y en a qui se cassent les dents à chaque fois sur cette Moskestraat, qui part trop vite, d'autres qui arrivent à revenir. Donc, ouais, franchement, c'était assez plaisant à suivre. Ouais, et alors, ce qui est hyper intéressant, c'est la portion après la dernière ascension du Holstein jusqu'à l'arrivée, où là, on a toujours une grosse chaussée, et c'est là que se dessine la course, en fait. Est-ce que l'échappée va aller au bout, ou est-ce que le peloton va revenir? Et ici, on a eu un boulot exceptionnel de Mauro Schmidt, qui est de base le leader de l'équipe, et qui s'est transformé en un équipier modèle. Donc ça, c'est toujours des scènes qu'on aime bien voir dans le vélo. C'est pas tout le monde qui ferait ça, donc... Non, d'ailleurs, il fallait le comprendre, d'ailleurs. C'était pas forcément... Ouais, je me demandais pour qui il roulait, et finalement pour le gagner. Ouais, surprise au bout du compte de voir son coéquipier gagner. C'est vrai que parfois, ici, ça a payé, et sans doute qu'il y a de nombreuses fois où on se demande pourquoi un tel roule, mais et finalement, il n'y a pas le coéquipier qui arrive à finir. Foldager qui avait quand même performé chez les jeunes, donc il avait gagné une étape du Tour de l'Avenir et aussi du Giro Next Gen. Donc c'est pas rien. Donc c'est quand même un coureur qui en tout cas avait du talent et qui arrivait à conclure et à ramener des victoires chez les jeunes. Un nom à retenir. On peut aussi noter la belle deuxième place de Quinten Hermans. Le cyclocrossman, c'est quand même un de ses plus beaux résultats depuis quelques années. En 2022, il avait quand même gagné la 4e étape du Tour de Belgique. Il avait fini 2e de Liège-Bastogne-Liège. Donc on va voir si c'est de bon augure pour cette année. Et puis alors, je tenais quand même à souligner la belle 15e place de Leonard Teugels. 33 ans, coureur de chez Tarteletto Isorex. C'est un puncher. Et le gars, c'est un peu le Wout van Aert du cyclisme semi-professionnel. Il a fait 3e du Tour de Namur en 2017, il a fait 3e du Grand Prix Affligem en 2018, 2e du Tour de Liège en 2019, et plus récemment, il a fait 2e du Tour de Mersin et médaillé de bronze du championnat du monde de cyclisme e-sport. Donc vraiment, là, c'est sur Zwift. Rappelle-nous son nom, s'il te plaît. Leonard Teugels de l'équipe Tarteletto. L'équipe Tarteletto qui, on m'a dit dans l'oreillette, est en train de regarder peut-être pour recruter notre ami Arnaud Delis. On sait qu'il aime beaucoup les crêpes, alors peut-être les tartelettes, on verra. Du calme, mais c'est pas encore le coup de disquette, du calme Théo. Bon, alors je vous propose maintenant de partir directement vers le Filberg, où notre Remco national a enfin montré qu'il savait aligner qui il voulait au sprint et chasser les vieux démons de ce bon vieux Skelmos. Émile. Ben ouais, à fond, je suis d'accord avec toi. Remco, gestion parfaite. On sentait qu'il était serein. Dans chaque côte, il durcissait. Il n'y avait pas moyen d'attaquer. Et il a bien sorti Grégoire de sa roue dans la deuxième ascension ou première ascension du Cauberg. Et donc voilà. Et en fait, au sprint, il le sentait qu'il avait des plus gros jambonneaux et qu'il allait descendre Skelmos. Il l'a fait magistralement. Donc chapeau. Je me demande si c'est pas devenu le meilleur puncher du peloton, qui est vraiment le
parfait compromis entre la grimpe et le sprint. En tout cas, je pense que même avec les meilleurs coureurs du peloton, je pense qu'il aurait pu la gagner dimanche. Il y a la grimpe, le sprint, et il y a le fait d'être un énorme rouleur. Je veux dire, il sait faire les efforts, de mettre des relais justement au point d'écarter ses adversaires, mais pas spécialement en grimpe, je veux dire, aussi sur le plat. On connaît ses qualités de rouleur, quoi. Donc, Ouais, vous l'avez dit, les gars, pour moi, Remco Evenepoel, c'est de loin le meilleur rouleur puncher du monde. C'est Romain Bardet qui disait il y a quelques années que vraiment être dans la roue de Remco, c'est un enfer. C'est super difficile de le suivre. En fait, il a une position super aérodynamique. Et en fait, il vous exténue jusqu'au bout. C'est impossible à tenir. Et c'est ce qu'il a fait. C'est ce qu'il a fait à l'Amstel. Il les a exténués. Ils étaient complètement morts, que ce soit Romain Grégoire, Mathias Kelmose, qui s'est accroché coûte que coûte. Mais au sprint, il n'y avait pas photo. Et l'explosivité qu'a aujourd'hui Remco, c'est aussi assez impressionnant. Et vraiment, on peut l'applaudir. Il a fait la tactique parfaite. Il a fait le coup parfait. Vraiment, chapeau Remco. Mais on voyait qu'il était bien concentré sur son sujet, qu'il était sûr en fait de gagner au sprint. Là où en tant que spectateur, on a toujours un peu le stress de se dire mais arriver à 2, est-ce que c'est pas risqué, surtout qu'on connaissait l'historique de l'an passé. Bon, c'était à 3, mais c'était quand même avec Skelmose. Et ici, il a bien su terminer le boulot, quoi. Et ouais, vas-y. Ben ouais, par rapport à ce que tu disais sur la dureté d'une course, je suis d'accord avec toi. Mais ici, je trouve que on lui a facilité la tâche parce que des gens ont durci la course alors que c'était peut-être pas spécialement leur rôle. Et j'ai un truc à dire par rapport à ça. Alors, ce serait déjà le coude à coude ? Ouh non, pas tout de suite. C'est d'abord le coup de bordure. Oui. C'est le coup de bordure, le coup de bordure. Si t'es pas dans la file, c'est la rupture. Au fond du vent, y a plus d'armure. Alors le coup de bordure de notre ami Emilio aujourd'hui qui va nous parler un peu analyse et stratégie de course. Exactement, donc le principe du coup de bordure c'est d'un peu analyser tactiquement ce qui s'est passé dans la course et ce qui a influencé le résultat final. Et donc ici je vais parler de notre ami Romain Grégoire. Romain Grégoire c'est un excellent coureur qui progresse d'année en année. On l'a vu d'abord faire des top 20 sur des très belles courses il y a 2 ans, l'année passée faire des top 10 à l'Amstel, à la Flèche. Pour moi c'est un pur Ardennais et donc on voit qu'ici il est en grande forme. Mais ce que je trouve un peu dommage, c'est que les 2 fois, à la Flèche Brabançonne et à l'Amstel, il se casse les dents au pied du podium. Et c'est un peu de sa faute, parce que je trouve que essayer de durcir la course comme il le fait en attaquant à la Flèche Brabançonne à 30 km de l'arrivée et à l'Amstel à 40 km de l'arrivée, il faut quand même être sûr de son coup. Parce que la giclette, on voit qu'il l'a, on voit qu'il peut déposer pas mal de monde, mais il ne le fait pas au bon moment. À la Flèche, il le fait à 30 km. Le peloton revient sur lui. Je suis persuadé que s'il le fait au dernier tour, il y a moyen que ça tienne jusqu'au bout avec un peu plus de fraîcheur et 1 ou 2 gars avec lui dans la roue. Et à l'Amstel, pareil, en fait, c'est lui qui lance les hostilités, alors que sans doute que Remco ou Skelmose ou qu'un autre coureur l'aurait fait, il aurait pu s'économiser juste en suivant la roue. Et la dernière ascension du Cauberg, à 3 km de l'arrivée, ça lui convient parfaitement. Garder cette giclette pour ce moment-là et faire un beau podium et lui donner de la confiance pour la suite. Voilà, c'est toujours un cap psychologiquement et dans une carrière de faire un podium sur une belle classique. Mais et quoi, il se croit trop beau alors ? Mais je pense que soit il n'a pas encore compris son statut, c'est-à-dire qu'en fait c'est un bon coureur et que tout le monde va le prendre dans sa roue et donc il se dit je suis encore un coureur moyen, on va me laisser partir. Alors là, personne ne va le laisser partir. Soit il pense qu'il est comme les coureurs qu'on voit maintenant, le Slovène, les Sexas, en mode j'ai déposé tout le monde, mais j'ai plusieurs cartouches. Ouais, voilà, mais non. Donc voilà. Mais par contre, j'adore ce coureur. Je le trouve très cohérent dans son programme mais juste ici sa manière de courir qui doit un tout petit peu améliorer selon moi. J'ajouterais qu'il a aussi fait 4e au Stradé cette année. Donc 3 fois au pied du podium. Il l'a clairement dit, il a le seum pour l'instant. C'est le nouveau Van Aert. Hein. Après, il a que 23 ans. Je pense que c'est un coureur qui se cherche encore un peu. Et donc, il doit encore apprendre sur sa manière de courir. Et là, contrairement à un Remco, surtout, il n'a pas ces capacités de gros rouleur. C'est-à-dire que quand il met son attaque derrière, il n'est pas capable de faire la différence non plus sur autre chose. Quoi. Raison de plus pour vraiment la garder pour dans le final. Quoi. Oui, mais bon, alors c'est donné aussi plus de... Ici, à la Flèche Brabançonne, il avait quand même un statut de favori. Ouais, mais donc je comprends qu'à un moment donné, il attaque et il essaye de faire la différence. Bon, malheureusement pour lui, il n'y arrive pas. Ouais. Et puis il y a tout ce travail de Schmidt qui finalement ramène en fait le gros groupe derrière.
dans un petit groupe, on n'aurait pas trop su dire ce que ça allait donner. Et puis, au moins, c'est un coureur qui anime les courses, quoi. Je veux dire, il va pas attendre de se faire attaquer par Remco. Emile, t'es pas d'accord. Ou alors c'est Remco qui part tout seul. Et bon, là, on s'ennuie aussi, quoi. Donc, ouais, mais moi, il est juste moins bon, voilà. J'avoue que moi, j'ai toujours été plus dans une vision du cyclisme pragmatique où le but, c'est les résultats, plutôt que dans le panache que... oui, je trouve ça sympa, mais ici, il a, dans les 2 courses, une très belle équipe. À la flèche, il y a tout le monde, Madouas, Gueniette, Ewen Kosciu, etc., qui peuvent encore travailler un tour de plus, qui mettent sa giclette et qu'il aille la chercher. Pareil à l'Amstel, pourquoi est-ce qu'on ne met pas Kosciu, qui avait des super jambes, en mode rouleau compresseur, faire une sélection, ils sont une quinzaine, et puis dans le final, arriver avec la giclette de Grégoire qui lui permet de faire un top 3. Je trouve que c'est soit de penser qu'il peut déposer tout le monde, soit de penser qu'on ne va pas le suivre, mais voilà. Allez, merci Émile pour ce coup de bordure sacrément bordurant. C'est le coup de bordure. Allez, on enchaîne tout de suite avec la deuxième chronique que vous allez découvrir. Non. Moi, je voulais encore sur l'Amstel, il y avait encore d'autres coureurs qu'on voulait mettre en évidence. Ah bon, on recommence, c'est pas grave. Ouais, pas de problème. On fait comme si avant. Relance le jingle. Ouais. Oui, c'est bien ça. Ok, merci Émile pour ce coup de bordure bien bordurant. C'est le coup de bordure. C'est le... Alors messieurs, un petit avis encore sur l'Amstel ou on a fait le tour de... Ah, je vois que Théo, tu l'as fait. Ouais, on manque de souligner qu'il y a aussi des bons Belges qui ont fait des bons résultats sur l'Amstel. On a Emile Verstring, le cyclocrossman qui est vraiment une découverte cette année, qui a fait un hiver exceptionnel en cyclocross et qui explose véritablement. Et c'est vraiment des étapes, des courses qui sont faites pour lui. J'ai hâte de le voir encore à la Flèche Wallonne et à Liège-Bastogne-Liège. Même s'il sera certainement pas le leader de son équipe, mais il peut surprendre. Et alors on a aussi le petit Maury Van Sevenant qui a fini 7ème, un coureur que j'apprécie particulièrement. Donc c'est le fils de Wim, l'éternel lanterne rouge du Tour de France. Il était plus connu pour ses dernières places que pour ses premières places, qui je ne sais même pas s'il y en a eu. Ouais. Mais alors, je suis quand même étonné. Maury Van Sevenant, je trouve que c'est un coureur qui mériterait d'être plus mis en avant et qui mériterait surtout de gagner une course. Je pense pas qu'il en a déjà chopé une en tant que professionnel. Et vraiment c'est un très bon coureur. On se rappelle qu'en espoir il avait gagné le classement général du Tour du Val d'Aoste, qui est quand même une des courses majeures en junior. C'est un tour qui avait été gagné par Thibaut Pinot, qui a été gagné par Sivakov, qui a été gagné par Lenny Martinez, par Jarno Widar récemment, bizarrement pas par Paul Sexas, qui n'était peut-être pas encore au top en 2025, mais vraiment c'est un coureur que j'apprécie de voir. J'apprécie son style, j'apprécie son punch, j'apprécie son panache, et j'espère pour lui qu'il va pouvoir nous sortir un top 5 sur la Flèche Wallonne. Ouais, ça fait plaisir de voir Van Sevenant, des Belges. Bon, voilà, il y avait Remco qui était bien sûr le leader dans cette équipe, Soudal Quickstep, et donc on est de voir d'autres qui peuvent briller dans d'autres courses, quoi. Donc et pour revenir sur Verstring, c'est vrai que c'était une belle surprise. Je m'attendais pas du tout à ce qu'il performe à ce point-là. Surtout dans son équipe, il y avait Del Grosso qui était pas mal attendu. C'est ça. Qui était quand même dans le deuxième groupe derrière, et qui a pu faire décevant Del Grosso finalement. Un top 20. Mais en tout cas, je me serais plus attendu à voir Del Grosso dans le groupe de poursuivants, dans le premier groupe de poursuivants de Remco, que Verstring. Mais donc Verstring, très belle surprise. Et l'an passé, il avait quand même fait 14e à Liège. Donc c'est de bon augure pour ce week-end. Ouais, Verstring et Van Sevenant, c'est vraiment des coureurs qui transpirent l'effort et la capacité à aller très très loin dans l'effort. Van Sevenant avec son style qu'on repère à des kilomètres. Ouais, sa manière de se dandiner. Verstring, on voit sa tête. Là, quand il est un peu décroché du groupe, qui veut revenir, c'est typique. Il est souvent comme ça. Donc, c'est des gars qui ont aussi un grand mental. Et que des fois, Del Grosso, j'ai l'impression qu'il est un peu toujours en gestion, ce gars. Je ne l'ai jamais vu au bout de sa vie. Et ouais. Ouais, et donc on est chez les jeunes aussi, un qui était qui a surpris quand même, c'est le jeune Wheaton Philipson, 19 ans seulement aussi. Ouais, c'est vrai. Il a gagné Paris-Roubaix. De quelle équipe ? Chez les Espoirs, de Lidl Trek. Ouais. Qu'est-ce que Philipson irait faire chez Lidl? On se le demande. C'est son fils. Surtout que lui, Philipson, il est danois, lui. Donc, oui, il avait gagné Paris-Roubaix Espoir l'an passé. Et c'est toujours impressionnant de voir, il y a Sexas, il ne faudrait pas quand même devenir blasé des jeunes de 19 ans qui arrivent à faire de telles performances, quoi.
Allez, on clôture le. Oui, tu Toute lèves ton petite doigt. dernière vas-y. chose, Tout c'est petit. vraiment une grosse déception, c'est de ne pas voir Jorgensen pouvoir faire toutes ces Ardennaises comme il faut, parce que le gars, il a fait une préparation parfaite. On le met tout le temps à toutes les sauces, lui. Ouais, c'est vrai. L'année passée, Flandrienne, Ardennaise, Paris-Nice, Tour de France, machin, équipier, tout le temps, on le fout partout. Pour une fois cette année, il avait un programme très cohérent, il semblait en forme, et tomber comme ça, c'était vraiment une déception. Je voulais vraiment le voir frais, au meilleur niveau, sur des courses qui lui conviennent, mais voilà. C'est vrai que c'est pas correct de notre part de pas avoir relevé ce fait de course, le pauvre Jorgensen qui se fait littéralement pas de chance parce qu'en appelé plus, par Vauquelin, alors que le gars sort alors de que, 4 semaines de stage d'altitude. Et Vauquelin s'en sort plutôt bien. Il a pu terminer la course. Hein, Ouais. donc, Exactement. Ouais. Allez, très bien. On clôture le chapitre Amstel Gold Race et on fait un touchous, on fait un gros touchous vers les Ardennaises pur jus. Avec cette semaine hyper chargée qui nous attend avec la Flèche Wallonne. J'espère que vous serez bien assis devant votre TV, mais en parlant de TV, je crois qu'on a un coup de disquette qui va sortir. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute. Coup de disquette, et tout s'écroule d'un coup. Coup de disquette. Un coup de disquette en 3 lettres, je crois. Aïe, 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 après une nouvelle purge sur RTL avec l'Amstel Gold Race, mesdames et messieurs, le vélo revient à la maison. Ce mercredi, c'est la Flèche Wallonne. Et surtout, c'est le retour de la fine équipe, Rodrigo Benkens et Cyril Saugrin. Waouh, quel soulagement. Parce qu'on va pas se mentir, les gars, le cyclisme sans Rodrigo, c'est pas la même chose. Sur RTL, c'est plus les Flanders classiques, c'est les Net Flanders classiques. C'est chiant. D'un côté, t'as Mathieu qui se tasse, incapable de reconnaître un coureur. Et toi, t'es là, suspendu. Mais c'est qui qui sort? Aucune chut dans le peloton. Aucune montée d'adrénaline. Même quand un mec éternue, rien. Cyril, lui au moins, il apporte son grain de sel. Et les ascensions alors, plus de décompte. 1 mètre, 2 mètres. Quand t'entends ça, normalement, tu sais que c'est foutu pour le mec derrière. Et boum, la giclette. Et là, on l'attendait. Nous, on est perdus. On ne sait plus lire une course. Le sprint arrive. T'es comme un mort-vivant dans ton canapé et ton cerveau, il attend qu'un truc pour te réveiller. Ultimo kilomètre. Phil, qu'est-ce que tu nous fais là-bas? Pourquoi t'es parti sur RTL, dans une équipe de consultants de seconde zone? Et dire que je t'avais fait meilleur consultant du monde par erreur il y a 7 ans, mon gamin. Non, vraiment. L'équipe est tellement peu soudée sur RTL qu'ils ne connaissent même pas leur prénom. Il y en a un, il l'appelle tout le temps Johan ou Fredo. Et l'ambiance sur le plateau, on se croirait dans l'arrière-cuisine d'un bistrot. Vincenzo, churros, Johan, au frigo. Et Maxime Montfort, allez, réveille-toi s'il te plaît. Gérard Bulen, sors de ce corps. Aïe. Parce qu'avec Rodrigo, c'est froum, ça va vite, trop vite. Les étapes, elles passent à du 1000 à l'heure. Alors qu'avec Istas, on dirait Tadej Pogacar à la dérive sur son Shimano à Paris-Roubaix. C'est interminable. Bref, le retour du vélo sur la chaîne publique, c'est le plus beau cocorico du vélo. Et tous ces compléments, ils sont pour toi. Toi qui nous fait vibrer comme jamais. Merci 100 fois, merci 1000 fois, merci 11 millions de fois, Rodrigo. Coup de disquette, ça claque sec, ça percute. Waouh, merci pour ce coup de disquette. Pas de doute que vous allez adorer cette chronique dans les prochaines semaines. Quelqu'un veut réagir au coup de disquette du chef? Moi, je suis un énorme fan de Gilbert en tant que coureur, en tant que commentateur. Je trouve que voilà, il alterne le chaud et le froid. Typiquement, et pas que lui, mais aussi ceux qui l'accompagnent sur la Flèche Brabançonne. C'était décevant, le commentaire. Cette course, elle était passionnante. Moi, je trouve, justement, elle était ouverte, indécise. Ouais, mais moi, je trouve que pour le coup, son statut avec son palmarès lui permet justement de dire des trucs un peu plus cash. Ouais, c'est ça. Que j'aime Cyril Saugrin. Exactement. Mais des fois, il se perdait moins que Gilbert. Mais bon, après, sur le ton, c'est sûr que c'est mou avec Phil. Mais, je sais pas, encore sur la Flèche Brabançonne, il commence à nous dire Wellens, il a les mollets saillants. Oui, il n'a pas l'habitude d'avoir les mollets comme ça. Enfin, je veux dire, c'est son ancien coéquipier. Il connaît les mollets. Il sait à quoi doivent ressembler les mollets de Wellens. Enfin, il a une connaissance du peloton et même des courses aussi. En termes de placement de chaque côte, il parle de chaque côte parce qu'en fait il les a toutes faites 15 fois au moins en course, quoi. Donc il a cette expertise, mais à côté de ça, c'est sûr que
c'est mou, quoi. Et puis, les autres consultants, par contre. Moi, je trouve que ça manque d'âme, terriblement. Ça manque vraiment d'âme. Alors, clairement, la connaissance, elle est là, du peloton, du parcours. Est-ce que c'est vraiment ça qu'on exige, nous quand tu es devant ta télé, ce que tu veux, c'est qu'on te prenne et qu'on t'emmène dans cette course jusqu'au bout, jusqu'à l'arrivée, et qu'on te fasse vivre l'arrivée. Moi, la Flèche Brabançonne, l'arrivée, je la vivais, il se passait rien, quoi. Je trouve qu'il y a quand même de l'extase à voir un coureur un peu, moyen, c'est peut-être péjoratif, mais c'est extraordinaire de voir quelqu'un qui sort comme ça du peloton et qui gagne une course qui est quand même belle, et il n'y a pas d'émotion. Donc malheureusement, je suis d'accord avec Théo. Et voilà, ils sont tellement rodés avec Rodrigo ici. Le grand écart en plus avec la course de dimanche dernier, Paris-Roubaix, où c'est les émotions à 5000% VS. Même celle de Remco, finalement, on est hyper content pour Remco, il fait un truc magnifique, mais t'es quand même très très loin de ce que t'as vécu une semaine auparavant, quoi. C'est clair. Complètement d'accord. On va s'acharner à retirer ces chaînes, ces courses à la RTBF, c'est con. Allez, j'espère que vous serez quand même bien assis devant votre TV ou alors dans le mur de Oui mercredi, parce que mercredi, ça va grimper sec sur la Flèche Wallonne avec, pour le coup, un plateau belge que je trouve assez réduit, voire assez inexistant. On espère que notre petit Kian pourra faire quelque chose. Émile, t'as un avis sur la question ? Ouais, je trouve qu'on est quand même dur avec le plateau belge. Van het Velde, Kian, moi je pense qu'ils peuvent, surtout Kian en fait pour moi, et je pense qu'il peut s'intégrer dans le top 10. Et il y a des années où c'était... Est-ce que Kian a l'explosivité pour vraiment viser un top 10 pour aller je trouve qu'au Pays Basque, vraiment, il plaçait quelques belles attaques dans des portions extrêmement raides. Donc je le vois pas non plus à des années-lumière des coureurs qui visent la 5e place, quoi. Je dis pas, il sera pas avec les meilleurs. Et puis le boost de confiance, je pense que là il est en forme pour l'instant, il a un rôle qui a l'air de lui convenir pour l'instant dans son équipe. Et il est presque à domicile aussi. Il la connaît par cœur. Il a retrouvé sa selle en plus. J'espère pour lui. Ça, c'est quand même une bonne chose, quoi. Et évidemment, l'homme à abattre, ce sera le petit nouveau, à peine 19 ans, et il est déjà figure de grand favori. Évidemment, malheureusement, ni Remco ni Pogačar pour venir le titiller. J'attends de voir. En fait, moi, je pense que pour moi, le favori de cette course, quand je vois ce qu'il a fait dans le Kreuzberg, c'est peut-être bien Skelmose quand même. Donc je serais pas si en mode franco-français, ils vont le faire et tout ça, parce que pour moi Skelmose, il va falloir quand même le déposer dans cette côte. Pour rappel, il y a 2 ans, c'est une hypothermie qui l'empêche de disputer la victoire. L'année passée, c'est une chute juste en dessous de la descente de Cheraf. Je pense que Skelmose, au pied du mur de Oui, il va quand même falloir le battre. Vauquelin va être excellent. Et Sexas, ça reste un énorme point d'interrogation sur ce type d'effort, mais je suis d'accord, c'est le meilleur coureur. Et Grégoire, je le vois aux alentours de la 4e. C'est ça, voilà. La malédiction. Et c'est vrai que pour avoir été présent il y a 2 ans de ça et avoir vu Skelmo sous la pluie complètement partir en schlag, c'était sacrément. C'était catastrophique cette édition. Le pauvre. D'ailleurs, Stephen Williams qui l'a remporté. Qu'est-ce qu'il est devenu de ce brave Stephen Williams ? Pour l'interrogation. Apparemment, e-sport, il est pas mauvais, je crois. Vous avez le coup de disquette de la semaine prochaine. Non, mais moi par contre, je suis quand même assez déçu, vraiment même très, très attristé de ne pas voir Remco Evenepoel sur cette course. La seule bonne nouvelle, je dirais, c'est qu'au moins il ne pourra pas être battu par Paul Sexas, parce que là on en aura entendu de toutes les couleurs pendant longtemps, mais je suis vraiment triste de ne pas le voir sur cette course, parce que je pense vraiment que Remco pouvait apporter quelque chose de nouveau sur cette course. On dit tout le temps que c'est une course finalement de côte qui se finit qui se finit toujours, ça se finit toujours de la même manière chaque année. Et ici Remco, clairement, s'il venait, il allait pas gagner, il a pas la giclette pour l'emporter dans le mur de Oui tout seul, c'est un gros groupe justement, et ici il allait vraiment dynamiter la course, il allait durcir la course, et je pense qu'on allait avoir une arrivée en petit comité, et là Remco aurait pu tirer son épingle du jeu. Ici on s'oriente quand même vers un scénario assez classique, où on va avoir un sprint final avec Vauquelin, avec Martinez, avec Grégoire, avec Sexas. Bref, avec tous les Français et d'autres, comme Skelmose, comme Aranburu, comme Scaroni. Mais vraiment, c'est dommage de ne pas avoir Remco. Je suis vraiment très très déçu. Je ne comprends vraiment pas sa non-participation. Mais je comprends. En fait, je suis tiraillé par rapport à ça, parce que d'un côté, je dis c'était quand même l'occasion d'y aller, avec la confiance de la victoire à l'Amstel. Il y a plein de points où on se dit, l'air de rien, quand le Slovène n'est pas là, ça peut ouvrir quand même plus de chances de gagner une course, même si
Le but, c'est pas non plus de s'aligner uniquement sur les courses où il est pas là, mais un peu déçu qu'il y aille pas. Après, je comprends. Je pense que pour battre ses adversaires à Liège, en l'occurrence Sexas et le Slovène, il faut être à 100%. Quoi. Ouais, ça, c'est et il faut pas perdre un peu d'énergie ou autre nulle part, quoi. Donc je comprends ce choix-là, même si quand même un peu déçu, parce que clairement on avait envie d'avoir un Belge. Il l'avait fait l'année dernière. Là ici, ouais, il l'avait fait l'année dernière, mais c'était différent. Il revenait au moment de la flèche Brabançonne, et en fait l'année passée, on se rappelle de Liège-Bastogne-Liège où il a quand même bien craqué. Mais je pense qu'il n'avait pas la forme. À Liège-Bastogne-Liège, quoi qu'il arrive, de toute façon, il se fera déposer dans la redoute par. On en parle après, brûlons pas les étapes. Ouais, on en parle après, mais je pense qu'il doit espérer, enfin on va en parler après, mais il doit espérer que l'autre ne soit pas... Un coup de disquette. Ouais, ne soit pas à 100%. Remco, s'il va avoir un espoir de gagner Liège, il doit être à 100%. Moi, je peux comprendre qu'il je peux comprendre, mais on a envie de le voir, surtout à partir du moment où là, tous les favoris, on va le dire, il n'y a que des Français qui sont favoris. C'est quand même une course en Belgique. C'est quand même une course emblématique. Et c'est sûr qu'il a envie d'aller la gagner. Enfin, je veux dire, il a dit suite à sa victoire de l'Amstel que c'était une de ses courses préférées, en sachant qu'il l'a fait, c'était que la deuxième fois qu'il la faisait. Hein. Juste en dessous des monuments. Juste en dessous des monuments. C'est sûr que la flèche wallonne, il a aussi envie de l'accrocher à son palmarès. Il va vouloir toutes les avoir. C'est la dernière qui lui manque. Moi, je suis vraiment pas d'avis. Je suis pas du tout d'accord avec Théo et même pas du tout mitigé sur sa non-participation. Pour moi, il ne la gagnera jamais. Ah. C'est pas une course pour lui. Il perd de l'énergie à s'esquinter à vouloir la faire. Je vous dis, mais ce Max ne fait un nom de la tête absolument. C'est vraiment un truc de mec léger, vraiment profilé pour ce genre d'arrivée. Et l'an passé, il se vautre. Ok, après à Liège, il était pas bon non plus, mais je pense que même en forme, il n'arrive jamais à suivre Pogacar. Et non, pour moi, c'est bien vu de sa part de se reposer, de pas prendre de risques, parce que c'est des courses très nerveuses avec beaucoup de placements où tu peux chuter aussi. Ça, oui. Sa seule manière de gagner, pour moi, c'est de sortir dans RF ou Cheraf, donc les côtes avant, qui sont un peu moins dures ou qui peuvent mieux lui convenir. Mais par contre, ça veut dire dépenser énormément d'énergie dans les 20-30 derniers kilomètres, qui payera de toute façon dimanche. Donc, qui se concentre sur Liège. Il va avoir un plateau exceptionnel à Liège, c'est un monument. Il faut qu'il le fasse du mieux qu'ils peuvent. On aura toujours des regrets si à Liège, il n'est pas bon et qu'il a fait la flèche pour finir 3, 4e, enfin voilà. C'est ce qui va arriver. Dimanche, tu vas regretter qu'il n'ait pas fait, il ait pas fait la flèche. Ça, je suis d'accord. De quoi ? Non, mais en fait, s'il finit 3e dimanche, le somme qu'il n'ait pas couru, parce qu'il aurait pu la gagner, peut-être, tu vois. Justement, à ce moment-là, s'il finit 3, 4e dimanche sans avoir fait la flèche, ça veut dire que Liège-Bastogne-Liège, ça commence à être compliqué pour lui. Par contre, s'il fait la flèche et qu'il finit 3, 4e dimanche, on pourra toujours se dire, et avec de la fraîcheur, qu'est-ce qu'il aurait fait ? Ouais, mais s'il gagne la flèche et qu'il a gagné l'Amstel, il peut finir 10e. C'est une question de point de vue, mais pour moi, il ne gagnera pas la flèche. Et donc ça veut dire que sur la flèche, Scaroni, Vauquelin, Martinez, Grégoire, Sexas, Schmidt, tout ça, ils seront à la ramasse ? Ils ne seront pas à niveau ? Sur ce type d'effort, ils ne peuvent pas enchaîner, eux ? Skelmo sera plus fort. Pour moi, Vauquelin sera plus fort, Martinez sera plus fort. Par contre, à Liège, ils seront moins forts que Remco. Oui. Donc voilà. Parce qu'ils ont fait la flèche ? Non, parce que c'est pas le même profil. En fait, la flèche, il n'y a pas tellement de dénivelé. C'est une course de côte où tout se passe sur 1 km à 10%. Et pour moi, sur ce type d'effort, c'est pas le bon profil pour Remco. Alors, je reviens sur la grimace, parce que tu as dit, il la gagnera jamais. Il n'y a aucune course d'un jour où on peut dire que Remco la gagnera jamais. Enfin, pour moi... S'il décide. Enfin, s'il décide, je veux dire, il a le potentiel, c'est sûr, pour gagner n'importe quelle course d'un jour. Mais je pense que s'il gagne le mur de Oui, il ne le gagnera pas comme on le voit. Exactement, il le gagnera différemment. Et donc, à la Remco, c'est-à-dire capable de faire la différence partout, en fait, sur tous les terrains. Alors, pour ça, il faut une équipe, parce que je pense que l'an passé, c'est ce qu'il voulait faire. Il a essayé de durcir avec la Quick-Step, et qu'est-ce qui s'est passé ? J'étais à 60 dans RF et Cheraf. Donc, en fait, si tu veux y arriver comme ça, il faut que tu durcisses dans les ascensions du mur de Oui, et qu'au dernier tour, on soit un groupe d'une 20aine. Si tu as un peloton derrière toi, c'est pas possible. Donc, pour moi, avec l'équipe qu'il a actuellement, il ne saurait pas durcir et avoir 20 personnes dans le dernier tour. Mais, effectivement, si il arrive dans une équipe qui arrive vraiment à durcir et qui sait faire la différence dans une autre côte, pourquoi pas ? Mais je pense que plus les années vont passer, plus ça va être compliqué. Et cette année, c'est pas pour lui. Ouais, mais en tout cas, juste pour clôturer sur
sur la flèche, je suis pas si d'accord sur le fait que l'équipe de Remco lui permette pas ne lui permettent pas d'écrémer et de faire sauter la concurrence. Je veux dire, Felipe Martinez, c'est quand même un super coureur. Jay Hindley qui est annoncé. Tratnik, c'est quand même un bon lieutenant aussi. Donc, on avait les mêmes doutes sur l'Amstel. Et au final, il les a bien remerciés, ses coéquipiers aussi, d'avoir fait le taf en début de course. Et Lennart Van Velde qui est de retour aussi pour cette course. On ne sait pas, on connaît quel niveau. On connaît pas trop son état de forme, mais une chose est sûre, c'est le Belge qui peut nous sauver, je pense. C'est pas beaucoup, donc. Oui, le grand absent pour l'instant, aussi c'est Neis. On a quand même beaucoup d'espoir pour lui, pour sa deuxième, pour un peu sa saison, pour qu'il confirme un peu tous les espoirs qu'on avait placés en lui. Et c'est vrai qu'avec sa blessure, au niveau de l'équipe Lidl, il nous manque, quoi. En termes de représentants belges sur ces Ardennaises, quoi. On avait les Lennart Teugels aussi, mais malheureusement, les Tartoletto n'ont pas été repris dans la partie. Allez, magnifique pour la préface de la Flèche Wallonne. Et on va continuer évidemment avec la troisième. Merci pour la préface, les gars, de la Flèche Wallonne. Et on continue avec le troisième monument de la saison, la doyenne des classiques, avec un plateau sacrément relevé. Et là aussi, ça risque de piquer dans les mollets. 3 bonhommes qui se dégagent sacrément avec Pogačar, Remco et le petit lutin français, le petit Polo Sexas. Comment vous voyez le déroulé de cette course, vous ? Le déroulé de cette course, pour moi, on va assister à quelque chose d'assez unique. J'ai pas regardé depuis combien de temps c'est plus arrivé, mais pour moi, Pogačar, il va attaquer dans le triptyque. Il va attaquer à 80 km de l'arrivée dans Stokke, parce que c'est la côte qui convient le moins à ses adversaires. Et il va tenter vraiment un truc de durcir cette course. Il est frais, il est chaud, il va vouloir voir un peu qui est en forme. Il sait que ça sera là. Il va faire payer la Cuenta à Remco, hein. C'est vrai ça. Ça, j'avais pas pensé, tiens. Mais donc pour moi, il va durcir très tôt. Et voilà. Par contre, sur la physionomie de la course, en fait, l'an passé, Pogačar a écrasé tout le monde. Derrière, on a eu un groupe assez élargi qui est arrivé. Ce qui a permis, je pense que Neis avait même terminé 5e, il me semble. Je crois que c'est Velasco qui fait 3. Ouais, c'est ça. Et donc en fait, on a eu un peu ceux qui, les rapides, mais un grand groupe qui est arrivé avec quelques coureurs rapides, je veux dire au sprint, quoi, qui ont pu régler et qui ont pu prendre les bonnes places, quoi. Moi, je m'attends à une course quand même avec cette concurrence. Je veux dire, c'est sûr que Remco, il est en bien meilleure forme cette année que l'an passé. Certain. Et donc, à une course nettement plus dure. Et c'est que ça, il va aussi animer la course. Bon, il faudra voir quand même. Il a l'air assez YOLO. Hein. Ouais, c'est ça. Franchement, il est capable de tout, je pense. Vraiment du meilleur comme du pire, encore, à son niveau. À 19 ans, il peut se le permettre. Exactement, il peut se le permettre. Comme tu dis, tout à fait. Et donc, je pense qu'on aura vraiment plusieurs petits groupes, vraiment par niveau. Et je m'attends plus à une physionomie de course très dure, comme on peut voir sur certains championnats du monde, comme on peut voir tout à fait d'accord. Sur le Tour des Flandres. En fait, le Tour des Flandres, on a vu quoi ? On a vu les 5 premiers arrivés, qui étaient les 5 meilleurs, mais chacun avec X secondes d'écart, quoi. Et donc, d'avoir plus ça, mais à certains niveaux de course, après, il faudra voir qui sera là où il est attendu ou pas, parce que vu la start list et le nombre de leaders qu'il y a et des coureurs qui ont un très bon niveau, hein. Je veux dire, Lenny Martinez, il n'avait jamais fait la course, mais il est quand même en très bonne forme depuis le début de l'année. Ouais, le duo Skelmos-Ciccone qui rarement se trouve sur ce genre de course, ils jouent très bien le jeu d'équipe, et donc avoir aussi un peu ce genre de gars, ils vont pas se laisser faire. Les équipes qui ont plusieurs cartes, vraiment. Ouais, donc ce serait l'occasion de pouvoir plus ou moins épeler un top 10 ou un top 5. Est-ce que vous avez une petite idée ? Ce serait déjà l'heure du coude à coude ? Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte. Alors on dit top 5, mais on peut aller jusqu'au top 10. Max, tu nous fais un prix... Exactement, je vais plutôt citer un coude à coude entre deux coureurs, plutôt pour le top 10, parce que voilà, on va pas se le cacher avec
avec le niveau qu'il y a, trouver le top 5. Il y a déjà beaucoup de prétendants pour le top 5, y compris Pidcock, dont on n'a pas parlé, là, qui est en train de performer, en tout cas après la première étape du Tour des Alpes. Donc il va se refaire un peu la forme de ce côté-là, et donc il n'aura pas participé ni à l'Amstel ni à la Flèche Wallonne. Mais donc le premier coureur que j'ai décidé de mettre en avant, c'est un Norvégien de 26 ans, et c'est Tobias Johannesson. C'est un excellent coureur de course à étapes, hein. Il a fait 6e du Tour de France l'an passé, on s'en rappelle, hein, donc leader pour l'équipe UnoX. Et je pense que pour ce type de coureur de course à étapes, il n'y a rien à faire, mais Liège-Bastogne-Liège, c'est sans doute la classique qui correspond le plus à ce type de profil. Il n'a jamais vraiment performé sur Liège-Bastogne-Liège. Il a fait 3 participations. Il a abandonné une fois, il a fait une fois 24e, une fois 25e. Mais surtout, cette saison, il est vraiment en forme. Je veux dire, il a fait une 3e place au Pays Basque. Derrière, Sexas et Lipovic. Pas mal. Il a aussi fait une 4e place au général de Tirreno. Donc, c'est un excellent coureur. Donc c'est vraiment un super bon coureur. À voir s'il arrive à confirmer sur des monuments, sur un monument comme Liège-Bastogne-Liège. Il avait réussi quand même sur les Ardennaises à faire une 6e place à la Flèche. C'était en 2024. L'an passé, il a pas fait les classiques ardennaises, il me semble. Et donc, sur le tour l'an passé. Ouais, c'est ça. Et donc pour moi ici, vu la forme qu'il a, je le verrais bien pour l'équipe UnoX dans le top 10. Donc ça, c'est le premier coureur que je voulais mettre en avant. Et ton deuxième? Le second, alors il est basque. Basque. Ça rigole, pas d'accent. Ouais, non, pas d'accent, non. Et donc, c'est un basque de 37 ans. Et là, on fait parler l'expérience. Il fait partie du club très sélect des coureurs qui ont gagné une étape au moins sur les 3 grands tours. Je parle ici de Izagirre, de l'équipe Cofidis. Donc 37 ans, c'est vraiment l'expérience complète. Je connais qui ont gagné quelques flèches wallonnes à 37 ans. Ah bon? Qui? Valverde. Ouais, exactement. Raison, Théophile. Ouais, bien sûr. On n'est pas des cycliques, ça? Ouais, non. Exactement. Certainement pas. Et donc, on voit pas du pastis. Et donc Izagirre, qui fait aussi une excellente saison jusqu'à présent. Il a pu regoûter à la victoire ici en remportant le Grand Prix Indurain, qui est un peu sa classique à lui, puisque il détient le record de victoires maintenant avec 3 victoires sur la classique Indurain. Il avait plus gagné, surtout en fait depuis 2023 et justement une étape du Tour de France. Et donc là, il est en forme, donc il a pu le montrer sur cette classique Indurain, mais surtout aussi je reviens au Tour du Pays Basque, où lui en fait il était 4e du général, juste derrière un certain Johannesson. Ouais. Et en fait sur ce Tour du Pays Basque, ces 2 coureurs-là, typiquement, ils ont été très bons sur les étapes de punch et de montagne. Il y avait un chrono au début, et donc je veux dire aussi bien Johannesson que Izagirre, c'est pas des très bons coureurs de chrono. Mais donc voilà, je veux dire, ils ont terminé à une très bonne place sur le général. Et puis surtout, Izagirre, il a déjà participé à 11 Liège-Bastogne-Liège. Pas mal, hein. Il s'apprête à faire son 12e. Sa meilleure place, c'était 5e. Et donc, je pense qu'il va clairement se battre pour une place d'honneur dans le top 10. Cofidis, il y a toujours aussi cette logique de points, de classement World Tour, etc. Cofidis, c'est ce qu'ils vont viser. Il y a Aranburu quand même dans son équipe aussi, qui a plutôt une autre carte, je dirais. Ils sont assez complémentaires. Ranburu un peu meilleur quand ça grimpe un peu moins. Ouais, c'est ça. Mais en tout cas, plus dans la physionomie, par exemple, de l'an passé, avec justement, oui, comme on disait, Velasco, Neis, etc., qui ont pu faire des bonnes places, même si c'est pas la physionomie que j'attends cette année. Liège sera dur. Et puis, en fait, pour ceux qui ont été attentifs à l'arrivée de l'Amstel, Izagirre, il est sorti juste avant, en fait, dans la dernière ascension du Cauberg. Et donc, il est arrivé 2 secondes avant le groupe derrière. Donc en fait, il a clairement, il a couru très intelligemment. Et je pense que ça va lui permettre de faire un bon résultat sur Liège. Merci Max pour ce coude à coude sacrément complet. Le coude à coude, il vise le top 5, coûte que coûte, c'est le coude à coude. Donc on revient un petit peu sur Liège-Bastogne-Liège. Selon vous, c'est quelle équipe qui va durcir la course en mode vilain? Est-ce qu'on va avoir le même cas que Cours des Flandres où eux va faire tout péter avec un Morgado surpuissant, ou d'autres équipes vont devoir un petit peu plus prendre leurs responsabilités?
Moi, je vois vraiment UAE durcir parce que en fait, c'est une course qui durcit d'elle-même, tellement il y a du dénivelé, tellement il y a des côtes. Cette année, retour du maquisard, donc ça veut dire encore une côte qui vient se loger entre le triptyque et Redoute Rochefaucon. Donc là, on est sur un parcours encore plus dur. On a la petite montée de Cornemont après la Redoute où la différence se fait souvent ces dernières années. Donc avec Pidcock qui s'était fait lâcher par Remco. Donc vraiment, c'est un parcours extrêmement dur. Je pense que Pogacar va le durcir très tôt et je pense qu'il a l'équipe pour déjà faire une bonne sélection avant le triptyque ou dans le triptyque et oui, je pense que vraiment je pense qu'il y en aura partout et que malheureusement ceux qui n'auront pas les jambes, ça va être très 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 long. Théo? Moi, j'ai quand même 2 questions qui me taraudent pour la doyenne. La première, c'est où est-ce que Alaphilippe va attaquer? Et la deuxième, c'est où est-ce que Alaphilippe va abandonner? Encore un nouveau coup de disquette. C'est une disquette qui est... Il faut la débrancher en ta disquette. Non, j'adore Julien, mais c'est vrai que là, il est vraiment en tournée d'adieu et voilà, je lui souhaite une bonne course et surtout qu'il amuse bien la galerie. Allez, merci messieurs. Je pense qu'on a plus ou moins fait le tour de la question, sauf si un de vous veut encore pointer quelque chose. Personne ne lève le doigt. Je pense qu'on est bon. Écoutez, en tout cas, sachez que toute l'équipe de Passe-moi le bike sera inévitablement dans la fin de la Roche au Faucon, juste à côté de la petite ferme où il y a un bar et un gros écran. À 10 km 500 de l'arrivée, dans la deuxième partie de la Roche au Faucon, vous pourrez voir toute l'équipe au complet. Est-ce qu'il y aura un signe distinctif ou pas? Il y aura des pancartes et un maillot belge. Ouais, c'est pas un drapeau belge. Pas impossible. La suite du programme, Émile. Est-ce qu'on peut juste une fois remettre la musique du coude à coude aussi? Ouais, bien sûr, mais alors, je vous mets tout de suite un petit coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5 coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude. Ça donne envie de se faire tourner un gros cannelloni. Il y a des pizzas bien chaudes qui nous attendent en plus. La suite du programme cycliste, le Tour de Romandie. Et puis après, d'ici déjà une grosse dizaine de jours, on sera parti sur le premier grand tour de la saison. Ouais. Hâte d'avoir la start list finale pour voir, sur le Giro. Et donc ce Tour des Alpes dont Pidcock participe, où exactement. En fait c'est un peu le tour pour se rôder. Il y a certains grimpeurs qui vont là un peu pour se rôder, toujours en perspective. Très juste. Du Tour d'Italie. Et alors, la grosse déception pour moi, suite à la chute de Jorgensen, c'est pourquoi est-ce qu'ils n'envoient pas un petit Vingegaard à Liège-Bastogne-Liège? Ça ferait rêver tout le monde. Il est au pic de sa forme, là. C'est toujours triste de ne pas le voir. Un plateau sacrément surélevé, quoi. Ça serait pas triste. Allez, Pitagiro pour tout le monde. Allez, c'est parti. Décidément. Merci à toutes et à tous. On espère que cette première émission enregistrée dans des qualités un peu plus, vous a plu. Un peu plus sympa vous en plu. On se retrouve en tout cas la semaine prochaine avec un peu plus de réponses et on verra un peu est-ce qu'on a dit un max de conneries ou est-ce qu'on était plus ou moins dans le bon. Les gars, à plus. Est-ce qu'on peut se quitter sur le coude à coude? Bien sûr. Le coude à coude, il vise le top 5 coûte que coûte, c'est le coude à coude. Le coude à coude, il vise le top 5 coûte que coûte, c'est le coude à coude.